Bonsoir, il est 22 h, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Le ministère de la Femme et de la Famille a organisé un atelier de sensibilisation sur la mortalité maternelle et néonatale. Et Bruxelles et Nairobi ont conclu les négociations sur un accord de partenariat économique. Bonsoir à tous. L'Assemblée nationale a abrité aujourd'hui la conférence de présidents conformément aux articles 12 et 21 de son règlement intérieur, conduite par le président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta. Cette réunion a vu la participation du Premier ministre, Abdelkader Kamel, du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, de la première vice-présidente de l'Assemblée et des présidents des commissions permanentes. En ce qui concerne son agenda, la conférence des présidents a délibéré sur l'optimisation de la transmission des projets de loi passés au Conseil de ministres, ensuite la transmission aux commissions permanentes compétentes des projets de loi. En l'instance a été entériné. Il s'agit de 5 projets de normes suivantes. Projet de loi portant réorganisation et fonctionnement du ministère de la Santé. Projet de loi portant sur la création d'un centre hospitalier universitaire de Djibouti. Un projet de loi portant adoption des comptes financiers 2020 de l'aéroport international de Djibouti. Un projet de loi également portant adoption de la stratégie en médicaments et produits pharmaceutiques pour la période 2023-2027. Et enfin un projet de loi portant adoption de la politique pharmaceutique nationale pour la même période 2023-2027. Enfin, la conférence des présidents a retenu la date du 26 juin prochain pour la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Dans la journée d'aujourd'hui également, le ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme a organisé au Djibouti Palace Kempinski un atelier consultatif visant à accompagner les travaux de révision du Code pénal et du Code de procédure pénale. Cet événement, le 3e du genre, après ceux organisés les 16 et 24-25 mai dernier, a réuni les praticiens du droit pénal, les acteurs gouvernementaux concernés, les organisations de la société civile et des partenaires au développement. La réunion a été présidée par le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdoun, et a vu la participation du ministre du Travail, Omar Abdi Saïd, du ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Ahmed Ibrahim, et du président du Conseil constitutionnel. Était également présent le secrétaire général du ministère de la Justice et l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti et le représentant adjoint du PNUD. Des échanges objectifs et constructifs ont été menés sur des thèmes relatifs notamment aux alternatives à l'emprisonnement, aux mesures privatives de liberté, à la protection des mineurs, la cyberviolence, la violence et la vulnérabilité, ainsi qu'à l'aide judiciaire. Écoutons pour plus de précisions concernant cette journée les interventions du représentant du PNUD à Djibouti et de la représentante, l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti. Heureux et honoré d'être parmi vous aujourd'hui et de participer à cet important atelier sur la réforme du Code pénal ainsi que du Code de procédure pénale. Cet atelier est la continuation d'un premier atelier qui s'est déroulé il y a quelques semaines à Tadjoura. La valeur de cet atelier ne réside pas seulement sur les commentaires et les textes qu'il produira, mais aussi sur la compréhension et les discussions qui résulteront de cette rare occasion pour les acteurs de la justice de s'engager avec les autres partenaires, la société civile, le monde universitaire, le secteur privé et les citoyens, sur l'application et les réformes nécessaires du droit pénal du pays. Je suis honorée d'être parmi vous ce matin et je remercie Son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, de rehausser par sa présence significative cette importante démarche de consultation sur la réforme des codes, du Code pénal et du Code de procédure pénale. Le programme d'appui à la justice en République de Djibouti s'inscrit dans le cadre national stratégique adopté par le gouvernement djiboutien, à savoir la vision Djibouti 2035, qui préconise notamment une profonde modernisation du système judiciaire. Ce programme couvre aussi des priorités importantes pour l'Union européenne et sa stratégie globale avec l'Afrique, comme l'appui à la démocratie et à la bonne gouvernance, le partenariat pour la transformation numérique. La réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale à Djibouti permettra, entre autres, de lutter plus efficacement contre la délinquance, la violence faite aux femmes, la cyberviolence, etc.
d'harmoniser les pratiques pour un traitement égalitaire des citoyens devant la loi et d'améliorer l'effectivité de l'exécution des peines, y compris des peines alternatives à l'emprisonnement, de protéger le droit des enfants et de favoriser la réinsertion des détenus. Je vous propose également de suivre l'intervention du ministre de la Justice qui a présidé cette activité. Le plaisir et l'honneur de vous adresser mes remerciements pour avoir répondu aussi rapidement et aussi massivement à notre invitation pour participer aux travaux de cet atelier qui sera consacré à la présentation des résultats des consultations préalables à la mise en œuvre du plan national de réforme de la législation pénale. Votre présence en nombre indique, si besoin était, l'importance du sujet, à savoir la réforme de la législation nécessaire à plusieurs égards. Partant du constat que notre code pénal qui date de 30 ans, malgré les multiples modifications, nécessite des modifications encore plus importantes et surtout, il y a l'impérieuse nécessité de se doter d'un nouveau code pénal et un nouveau code de procédure pénale. Cette ambition de réformer notre code aura également vocation à simplifier les procédures, à accélérer les jugements, renforcer la prise en charge des mineurs, améliorer la prise en compte des victimes. Mesdames et messieurs, le projet de réforme de la législation pénale n'est pas nouveau ou isolé. Il s'inscrit dans notre politique de modernisation du système judiciaire engagée dès l'adoption par le gouvernement de la République de Djibouti du cadre national stratégique Vision 2030 pour la réalisation des objectifs de développement durable. De même que constitue des mesures précurseurs, la réforme projetée, les accomplissements que vous me permettez de citer, notamment la création des juridictions dans les régions, la création d'une structure de formation, l'École nationale des études judiciaires, et le renforcement significatif du corps des surveillants de l'administration pénitentiaire. Ces réalisations sont bien la preuve de l'engagement du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, à doter notre pays d'une justice moderne, respectueuse des droits de l'homme. Le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le ministère de la Santé et le Fonds des Nations Unies pour la Population, a organisé aujourd'hui un atelier de sensibilisation sur la mortalité maternelle et néonatale au Palais du Peuple. Cet atelier, qui va durer 2 jours, a regroupé les universitaires et les sages-femmes afin de leur procurer les mortalités maternelles, néonatales et infantiles demeurant un véritable fléau qui est une problématique importante dans le monde. Cet atelier a été présidé par la ministre de la Femme et de la Famille, a vu la participation du ministre de la Santé et la représentante du FNUAP à Djibouti. En signe de riposte à ce problème, ces dernières années, des stratégies et initiatives internationales et nationales ont été lancées et mises en place en vue d'intensifier et de mieux coordonner les efforts pour améliorer la santé maternelle et infantile à Djibouti. L'objectif ici étant de dresser, dans un premier temps, un portrait actuel sur la santé maternelle, néonatale et infantile à Djibouti et par la suite identifier les défis, les solutions et les pistes pour des analyses ultérieures. N'est pas seulement médical, il y a tous les aspects ce qui se passe au niveau communautaire qui est important, c'est-à-dire les délais, le suivi de ces peines, parce que si les femmes elles ne se déplacent pas pour se présenter dans les centres de santé pour faire leur suivi, ça ne dépend pas du personnel de santé spécialement, ça dépend de toute une série de choses. Et je crois qu'en faire, et puis après il y a tous les aspects, par exemple, liés aux problèmes d'assainissement ou autres, on parle de paludisme, il y a tous les comment dire, les problèmes liés à une bonne nutrition de la mère, etc. Donc c'est quelque chose qui montre vraiment que la morbidité et la mortalité maternelle, au-delà des soins, des conséquences qu'on voit dans les hôpitaux, il y a tout un ensemble de choses qui en sont les causes et ce qui se passe au niveau de la communauté, au niveau social et qu'on doit comprendre. Et je crois que vraiment c'est là maintenant la présence de tout ce monde autour de la table montre la transversalité de cette question et le besoin d'une collaboration à tous les niveaux pour pouvoir arriver à infléchir la courbe. Écoutons à présent l'intervention du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roublé. Une fois qu'on parle des thématiques liées à la santé de la mère et de l'enfant, c'est une priorité pour nous, pour le ministère de la Santé, parce que c'est la base du système de santé, ce couple mère-enfant. Et ces thématiques liées
au suivi de la grossesse et du soin périnatal, les soins néonatal et prénatal du nouveau-né sont des questions aussi très très importantes, mais également du suivi post-grossesse aussi de la mère. Si vous abordez cette question de suivi de la grossesse, c'est très important d'aborder dans un premier temps d'abord les adolescentes, les jeunes filles, ça commence par là. Et l'éducation commence par là aussi. Nous avons mené, le ministère de la Santé a mené une petite étude parce que nous avons mené des interventions de ciblage des enfants qui n'étaient pas correctement vaccinés et des femmes enceintes qui n'avaient pas complètement suivi les 4 visites normales. Nous avons visité à peu près plus de 85 000 foyers, 85 000 maisons à Djibouti-Ville. Et il en est ressorti qu'à peu près 5800, plus de 5800 femmes ont été vues. Parmi les 5800 dames qui étaient enceintes, dans ce 85 000 foyers, il en est ressorti 1489 femmes n'avaient pas complètement suivi les 4 visites. Ce qui fait à peu près un 1/5 des femmes qui ont été consultées ont dit soit ils n'ont pas fait 1 ou 2 consultations prénatales. Et nous sommes actuellement en train de mener des activités, des prestations pour corriger le tir et pour sensibiliser à la fois et surtout apporter de l'assistance à toutes ces femmes enceintes. Et la ministre de la Femme et de la Famille qui a présidé cet atelier a clôturé la série des interventions. On l'écoute. Au ministère de la Femme, nous avons voulu s'associer avec le ministère de la Santé, surtout pour travailler sur ce volet qui est important, c'est la partie mobilisation, sensibilisation des communautés pour parler de la problématique. Et avant d'arriver sur le niveau communautaire, il est très important que les professionnels qui voient tous les matins ces problématiques, d'abord puissent faire un travail de recherche, ce qui est très important et que j'apprécie, puissent évaluer ce qui se passe, pourquoi ça se passe, comment on doit arriver à résoudre. Donc, les solutions sont à 2 niveaux. Donc, il y a le niveau de proximité, mais il y a également le niveau des structures de santé, qui est donc votre rôle en tant que responsable professionnel de santé. Nous tenons à ce que cet atelier de 2 jours puisse nous donner des propositions, fournir des propositions d'intervention qui seront donc exécutées de concert entre les 2 ministères de façon très rapprochée, avec l'appui de notre partenaire le FUNIAP sur cette question. La question de la mère et de l'enfant est prioritaire pour nos 2 départements, mais aussi prioritaire au niveau national. C'est le poumon de la société. Et si on ne prend pas conscience, nous, professionnels qui sont en face de ces problématiques, ça ne sera pas les décideurs qui vont trouver les solutions tout seuls. Le directeur général du Fonds souverain de Djibouti, Slim Feriani, a reçu une délégation qatari conduite par l'ambassadeur du Qatar à Djibouti, Dr Rachid Shafiri Al-Marri, accompagné de notre ambassadeur au Qatar, Daïb Doubadroblé. L'objectif était d'identifier les opportunités d'investissement qui pourront faire l'objet d'un partenariat. Cette rencontre a marqué une étape importante dans le renforcement des relations économiques entre Djibouti et le Qatar. Elle témoigne également de l'engagement des 2 parties à explorer de nouvelles opportunités de coopération et à promouvoir la croissance économique mutuelle. Une importante cérémonie de remise de lots de matériel et d'équipements sportifs au bénéfice de l'équipe d'AS Sport a été organisée au DMP hier en présence du directeur général du PDS à DMP, Jama Ibrahim, et du directeur général du China Merchant Port Group et du président de la Fédération djiboutienne de football. En effet, le soutien considérable apporté par le conglomérat chinois témoigne de son engagement à promouvoir le sport et les relations avec le port historique et sa principale filiale, le DMP,
DMP. Pour rappel, l'AS Sport, fondé en 1978 par feu Saad Omar Guelleh, Mohamed Ali Kako et Aboubakar Asso, est l'un des clubs les plus anciens et les plus titrés du football national. Le club détient un héritage remarquable et qui perdure dans les temps, et ce conformément à la vision de ses pères fondateurs. En effet, cette équipe donc est la plus décorée du pays, bénéficiant d'un impressionnant palmarès démontrant sa domination sur la scène nationale, 7 fois vainqueur du championnat de Djibouti et 2e place à 5 reprises au niveau de ce championnat national. Le succès du club s'étend au-delà des victoires en championnat, car le club a également triomphé à 9 reprises en Coupe de Djibouti. L'équipe nationale senior des requins de Djibouti a regagné hier après-midi la capitale après 3 victoires consécutives du tournoi international amical de l'île Maurice. Les requins bleus ont été accueillis chaleureusement par le président de la fédération djiboutienne de Djibouti, donc Suleiman Hassan Wabri, accompagné de tout son staff et de plusieurs autres personnalités du pays. Le trophée remporté par les requins à l'île Maurice a été remis au directeur général du DMP, Jama Ibrahim, étant donné que la majorité des joueurs de cette équipe proviennent du club AS Sport. Et donc les requins ont été champions du tournoi de 4 nations qui s'est déroulé à l'île Maurice avec la participation du Kenya, du Pakistan et bien sûr de l'île Maurice. En nouvelle nationale toujours, une forte délégation conduite par Senz Uraz, ambassadeur de la Turquie à Djibouti, accompagné du personnel de l'ambassade et des responsables de la TICA, est arrivée hier dans la ville de Tadjoura à bord du ferry. Accueillie par le vice-président du conseil régional, la délégation s'est rendue pour une visite de courtoisie auprès des officiels. La visite a débuté auprès du préfet de la région de Tadjoura, Mohamed Hamad Abbas. Après plus d'une heure d'échange fructueux avec le préfet et ses hôtes de marque, il a été rappelé de part et d'autre les liens historiques et culturels qui ont uni dans le passé la ville de Tadjoura à l'Empire ottoman, la Turquie actuelle. Et la délégation a continué ensuite sa visite de courtoisie au conseil régional de Tadjoura, où ils ont été accueillis par le président du conseil régional. L'ambassadeur s'est longtemps entretenu avec le président du conseil régional sur les relations fraternelles entre les deux pays, à savoir Djibouti et la Turquie, de la coopération culturelle et historique entre la ville de Tadjoura et la Turquie. Et par la suite, la délégation turque s'est rendu chez le sultan Essemakaban. Le sultan Ali Habib n'a pas manqué de remercier l'ambassadeur turc et sa délégation, soulignant que cette visite officielle d'un haut représentant de la Turquie, en la personne de l'ambassadeur dans la ville millénaire de Tadjoura, témoignait des liens historiques qu'avait la ville de Tadjoura avec l'Empire ottoman, qui est la Turquie actuelle. Et cette rencontre avec le sultan, entre le sultan et l'ambassadeur, a permis de resserrer les liens déjà forts entre la Turquie et Tadjoura. Et après les échanges, l'événement s'est clôturé par des échanges de cadeaux entre la délégation turque et les chefs coutumiers du Mejlis de Tadjoura. Après la ville blanche, direction la région de l'Unité, la ville de Dikil qui a abrité hier une réunion sur le développement des investissements et du secteur privé dans la région. Cette réunion qui a vu la participation du nouveau préfet de la région de Dikil, Hassan Abdi Roblé, du vice-président du conseil régional et du directeur général de l'ANPI, Mahdi Drar. Les participants ont abordé les avantages comparatifs de Dikil et les perspectives de valorisation de ses atouts. Il a été ainsi convenu d'une matrice d'action pour l'encouragement et l'accompagnement des initiatives entrepreneuriale, notamment la mise en place d'une antenne de l'ANPI dans la région de Dikil. Et direction Obok à présent, où sous la houlette du préfet d'Obok s'est déroulée hier la célébration de la 8e édition de la journée mondiale du réfugié dans le village de Markazi. On prépare donc cet événement, outre les deux bureaux terrain d'Obok, le HCR et l'ONARS, le nouveau préfet d'Obok, Moussa Al-Migane, le président du conseil régional, Mohamed Hamed, les forces de l'ordre et les services déconcentrés, ainsi que les organisations humanitaires comme l'UNFD, le PAM, l'UNICEF, l'OIM et la Fondation Ar-Rahma.
Et cet événement donc était l'occasion de mettre l'accent sur la recherche de solutions en faveur des réfugiés ainsi que sur l'importance de l'inclusion. Il s'agissait là d'apporter plus d'espoir et d'offrir plus d'opportunités aux réfugiés qui se trouvaient loin de chez eux. La journée a été clôturée par une exposition en vente qui a permis un contact direct avec la communauté des réfugiés et les différents responsables. L'intervention a démarré par le discours de l'administrateur du village qui s'est réjoui de l'intégration effective et de la liberté de circulation des réfugiés, la bonne coordination entre les différents partenaires. Et pour plus de précisions concernant la portée de cet événement, suivant l'intervention du préfet de Bok. En ce 20 juin 2023, le monde rend hommage aux personnes qui ont été jetées hors de leur foyer. C'est l'occasion pour nous de leur réaffirmer notre compassion et notre solidarité. Cette journée est le moment pour nous remettre en question sur le respect de leurs droits et la vigueur de notre soutien pour leur redonner une vie et des motifs d'espérance. Un toit sûr, le gîte et le couvert, la santé et l'éducation sont des droits fondamentaux des réfugiés, mais ils méritent mieux et plus. La République de Djibouti, qui a toujours mis en œuvre une politique d'ouverture et une solidarité agissante, jouit d'une solide réputation de solidarité et d'humanité qu'elle tire bien sûr de sa culture foncièrement généreuse. Depuis sa fondation en 1978, l'ONARS offre une prise en charge personnalisée aux populations déplacées et sinistrées qui sont toujours l'objet d'une bienveillance particulière. Le bilan de ces réalisations fortes au service des plus fragiles d'entre nous parle par notre institution. Si la République de Djibouti est citée en exemple partout dans les institutions internationales, en matière de prise en charge des réfugiés et des sinistrés, c'est bien le fait de la politique sage et éclairée du leadership djiboutien depuis son indépendance. Un leadership qui se cristallise dans l'engagement du président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a sacralisé le statut du réfugié à travers une loi organique. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, est un fervent humaniste engagé corps et âme dans l'action pour soulager les peines et les souffrances des réfugiés. Il l'a démontré à New York en 2016, puis à Nairobi lors des sommets où les leaders du monde ont signé puis paraphé les engagements internationaux pour le cadre d'action en faveur des réfugiés et ses modalités d'application. Sport à présent, après Artas et Ali Sabié qui a été l'hôte de plusieurs activités sportives, football, handball, athlétisme, pétanque, volley et quelques jeux traditionnels ont été au rendez-vous. Les organisateurs de ces jeux d'été ont pu compter sur la présence d'une foule immense et passionnée de joueurs, de participants fair-play qui ont brillé lors du lancement de ces jeux. L'événement a été rehaussé par la présence des éminents conseillers techniques du secrétariat d'État au sport et des différents responsables. Les rencontres ont eu lieu au complexe sportif d'Ali Sabié dans les localités de la région comme Assamo. L'objectif était de promouvoir les sports traditionnels et de masse ainsi que d'offrir aux jeunes l'opportunité de s'épanouir pendant les vacances d'été. Cette initiative a permis à de nombreux habitants de la région de bénéficier d'activités passionnantes et de découvrir de nouveaux talents sportifs. Les Jeux d'été ont donc été couronnés de succès à Aska, encourageant les organisateurs à poursuivre leur travail pour promouvoir le sport et les activités de loisirs pour tous. Du deuxième jeu. Ici, nous avons un match de football qui se déroule actuellement. Et dans le hall, on a fait le lancement pour les jeunes filles, pour le handball.
Et ici, là, on a donné aussi le départ pour le 800 mètres, 2 séries de 800 mètres, ce qui est intéressant. Donc là, on est là pour représenter les ministres ministre chargé des Sports, son Excellence M. Hassan Kamil. Je pense que tout s'est bien passé. Nous sommes fiers de voir vraiment nos jeunes qui s'activent en matière de... Et enfin, l'Union européenne et le Kenya ont fait savoir qu'un accord de partenariat économique avait été conclu à Nairobi dans la journée du 19 juin dernier. C'est un moment historique, s'est félicité le commissaire européen au commerce. L'accord prévoit un accès immédiat à l'Union européenne pour toutes les exportations du Kenya, sauf les armes. 9e économie du continent africain, le pays exporte déjà des légumes, des fruits et des fleurs vers l'Union européenne. Les Européens pourront de leur côté accéder au marché kényan progressivement avec des périodes de transition. L'Union européenne est la première destination des exportations et le second partenaire commercial du pays. Le texte doit encore être approuvé par le Conseil qui réunit les États membres et recevoir l'aval du Parlement européen en cas de succès. Cet accord commercial serait le premier à entrer en vigueur avec un pays de la communauté d'Afrique de l'Est. Un accord de partenariat économique avait déjà été signé avec le Kenya et le Rwanda en 2016, nécessitant la signature et la ratification de tous les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est. Il n'avait finalement pas été appliqué. Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de l'Union européenne baptisée Global Gateway, un plan pour contrer les ambitions d'influence de la Chine hors de ses frontières. L'Union européenne a annoncé que d'autres pays de la communauté d'Afrique de l'Est pourraient rejoindre l'accord de partenariat. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.